Ok. Par voilà, une petite introduction à ce Solution Pro qui aujourd'hui a pour thème la déclaration préalable de travaux que je pense vous connaissez par votre pratique. Il serait très intéressant pour nous d'avoir lors de ce webinaire vos retours, en fait, témoignages et questions. Euh, il y aura un temps dédié de 45 minutes pour un peu moins si on déborde dans la deuxième partie et la possibilité pour vous à l'écrit de nous faire part de témoignages ou de questions dès le. On donnera les réponses un peu au fil de l'eau en fonction de, voilà, du déroulé prévu. Mais le but, c'est pour nous aujourd'hui autant présenter ce que l'APC a comme expérience et comme objectif pour améliorer le travail autour de la rénovation énergétique et en même temps de recueillir vos expériences et vos besoins. On l'a appelé la démarche administrative à ne pas négliger parce que c'est administratif, mais c'est aussi un élément de projet. Et on va le voir en plusieurs temps. Euh, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'APC, donc nous sommes une association créée il y a 12 ans par la ville de Paris pour mettre en œuvre le plan climat, parmi dans lequel l'un des axes de travail, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. Euh, voilà, pour répondre aux enjeux, bien sûr, du changement climatique, euh, l'atténuer et s'y adapter. L'Agence parisienne du climat, aujourd'hui, a enregistré à travers sa plateforme Coach CoPro environ 10 000 copropriétés dans Paris sur les 47 000 que compte la capitale. Et c'est environ 350 nouvelles copropriétés chaque mois en ce moment. Donc, on a atteint un rythme de croisière élevé qui montre que la rénovation énergétique est plébiscitée pour toutes les raisons que je pense vous connaissez. Alors, ces raisons, on peut en parler un petit peu en accent sur ce qui nous intéresse, donc la partie plus urbanistique et celle des travaux. Donc, voilà, l'Europe et l'État ont fixé des objectifs à 2050 et 2030 de décarbonation à travers la stratégie nationale bas carbone. Et la ville de Paris les avait déclinés dans son plan climat dès 2010 près et les a réaffirmés plus récemment et va encore réviser son plan climat d'ici quelques mois avec donc de diviser par deux en fait les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre et quantitatif puisque tout le parc devra être BBC en 2050. C'est évidemment très ambitieux, mais voilà, les forces sont mises pour y arriver. Et j'ajouterais que l'enjeu architectural est au centre. C'est quelque chose qui est apparu évident peut-être au fur et à mesure du travail de l'APC, à savoir que la question architecturale doit se poser au départ. C'est vrai qu'aujourd'hui, et on risque d'avoir des retours dans ce sens, puisque c'est déjà ce qu'on a entendu, il y a un petit peu les deux côtés de la pièce hein, qui ne sont pas encore complètement en phase au niveau de l'État avec un petit peu les architectes des bâtiments de France et le patrimoine d'un côté, et France Rénov et la transition énergétique de l'autre. Mais ce que nous, on voudrait aussi vous dire, c'est que en réalité, il y a une convergence, certes lente, mais qui se met en place, puisque il y a pas mal de signaux positifs qui nous disent que les deux ministères de la culture, d'une part, dont dépendent les architectes des bâtiments de France, et de la transition écologique, d'autre part, dont dépendent les aides publiques à la rénovation énergétique, et tout le processus que l'on suit avec France Rénov, eh bien, voilà, se parlent de plus en plus et cherchent des terrains d'entente. Au niveau de Paris, ça se traduit aussi, on en parlera, avec voilà, une question assez cruciale, celle du bâti ancien. Alors, pour aller très vite, on remarque que pour le bâti moderne, donc après la Seconde Guerre, des manières de faire assez efficaces ont fait leurs preuves. Il peut y avoir des soucis, mais ils sont peut-être plus facilement anticipables
est résolvable que dans le bâti ancien où la massification et la diversification de la rénovation énergétique reste à faire. Quel est notre credo à l'APC? C'est de favoriser le dialogue local, donc mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes. C'est notre rôle d'association neutre et gratuite pour les particuliers, et en même temps d'assouplir la règle avec le plan local d'urbanisme bioclimatique qui est prévu pour fin 2024. Alors l'ADP, pourquoi Je pense que elle est le moment où en fait on entre en dialogue, parfois en confrontation malheureusement, avec les organismes de contrôle quand on est un porteur de projet et vice-versa pour la ville et l'État de leur côté. Mais attention, ce n'est pas une formalité administrative. C'est tout le propos de notre webinaire. Elle doit être la plus claire possible et la plus complète possible. Euh, et, euh, Avec un troisième point, la forme est aussi importante que le fond. Ce webinaire parlera plutôt de la forme parce que le fond serait beaucoup plus complexe. Vous imaginez bien tous les débats techniques que ça peut soulever. Et oui, oui. Est-ce que vous nous entendez? On a réactivé le son. On a été déconnecté pendant quelques secondes. Avec toutes nos excuses. Le son est OK. Merci. Du coup, bah, écoutez, j'espère que ça ne va pas bugger. On va enlever la vidéo parce que ce sera quand même plus simple. Et je vais repartager l'écran. Euh, Hop là. Ça devrait être bon. Euh, du coup, excusez-moi. L'ADP, pourquoi c'est importante? Donc oui, ce n'est pas une simple formalité et la forme compte autant que le fond. Je vous disais que ce webinaire parlera surtout de la forme et moins du fond, parce que pour le fond, on cherche à développer un programme à destination des pros, donc vous, et en incluant cette fois davantage les organismes de contrôle, donc direction urbanisme, et dans le fond des questions. Mais vous dire qu'un ABF, peut-être que vous le savez d'ailleurs, hein, en fait, lorsqu'il a un dossier sur sa table, il va d'abord regarder s'il est bien rédigé selon ses critères. Et si ce n'est pas le cas, il va peut-être quasiment tout de suite le mettre de côté. En tout cas, c'est quelque chose qui compte parce que la réalité des choses pour les organismes de contrôle, c'est la quantité de dossiers à traiter en un temps très limité. Euh, voilà. Ensuite, alors, je repasse. Hop. Pour la suite, voilà. Quels sont nos constats à l'APC? Je pense à peu près les mêmes que les vôtres, mais on peut en discuter. Donc, il y a des difficultés d'autorisation pour les projets de rénovation, et ce, malgré un financement par des aides publiques, y compris des aides de la ville de Paris et le dispositif d'accompagnement Éco-Rénovons Paris Plus. Il y a des débats techniques. Tout le monde n'est pas forcément d'accord sur tous les sujets, notamment quand il s'agit d'isolation. Il y a des aléas lorsque un avis donné peut-être à l'oral n'est pas exactement le même ensuite quelques mois plus tard à l'écrit. Et il y a un manque de visibilité
sur le fait que on ne sait pas forcément à quel endroit on peut proposer quel type de travaux. Pour quelle typologie de bâtiment proposer quel type de travaux. Du coup, il y a des retards et des arrêts dans le projet, et ça, c'est très dommageable pour tout le monde. Euh, Tout particulièrement dans l'ancien, comme je le disais en introduction, mais en fait pour tout bâtiment qui a un caractère. En fait, deux grands axes de travail à l'APC avec la ville de Paris. D'abord avec la direction de l'urbanisme en lien avec la direction du logement et de l'habitat. Peut-être que certains agents de la ville de Paris de ces directions sont actuellement connectés. Euh, et l'idée, c'est d'un urbanisme plus facilitateur. Donc, travailler à ce que on sache vraiment fluidifier les autorisations pour de bons projets de qualité sur les actions particulières patrimoniales et une notion donc avec l'UDAP, donc les architectes des bâtiments de France, où là, bien sûr, tout reste à faire et à la fois les signaux sont très positifs pour lever des points de blocage. Voilà l'introduction. Le programme, c'est en gros 3 temps. Parler de la déclaration préalable en tant que document et document à, être, à remplir de manière claire et précise. Ensuite, un peu de stratégie, d'éléments de stratégie, en fait, les questions à se poser pour que ça se passe bien. Puis un témoignage de M. Alexis Demanche, architecte, membre de la compagnie des architectes de copropriété, qu'on remercie grandement d'avoir bien voulu présenter quelques-unes de ces opérations. Voilà, n'hésitez pas ensuite à nous faire part de vos questions et vos témoignages. J'ai mis ici en fait nos coordonnées. N'hésitez pas en fait à nous faire part de témoignages après coup, voilà, sur des adresses précises, que soit que l'on puisse vous aider, soit que l'on puisse le prendre en compte pour en discuter ensuite avec l'ensemble des parties prenantes. Si vous aviez des premiers retours. J'ai pas accès, je ne crois pas avoir accès attendez, hop, aux discussions. D'accord, donc là, je pense qu'il n'y a pas encore de questions. Du coup, je vous propose de continuer. Alors, l'ADP, quels sont les points d'attention auxquels qu'il va falloir surveiller quand on pose une DP? J'ai essayé de vous faire une présentation en deux parties. Globalement, il y a des points techniques euh, et puis il y aura vraiment l'ADP, ce qu'il faut inclure dans une déclaration préalable. Alors, on a appelé ça qu'est-ce qu'une bonne déclaration préalable? En fait, une déclaration préalable, elle doit permettre au service instructeur de vérifier que le projet va garantir la pérennité des ouvrages du bâtiment. Donc, les modifications qu'on va faire sur les bâtiments ne vont pas nuire à ceux-ci. Qu'on va conserver aussi, tant que faire se peut, ses qualités architecturales et que le projet va respecter les règles d'urbanisme. Une déclaration préalable, ce n'est pas une formalité administrative. Elle doit être préparée à l'avance pour identifier ne serait-ce que les règles d'urbanisme qui sont sur la parcelle, être rigoureusement complétée et puis s'appuyer sur des documents techniques clairs. En gros, une déclaration préalable, c'est 9 pièces qui décrivent précisément le projet, voire plus si nécessaire. Et puis, ça va être une stratégie qui va être à appliquer au cas par cas pour chaque type de spécificité. Une déclaration claire, ça aide les instructeurs à comprendre le projet et trouver leurs repères et trouver tous les éléments dont toutes les questions qu'ils se posent assez rapidement. Donc, ça permet quand même de faciliter sa recevabilité. Des questions techniques, chose à se rappeler, les architectes des bâtiments de France sont spécialistes du bâti ancien et donc leur avis concerne également la pérennité des ouvrages.
Il faut savoir que la majorité des avis négatifs ou des questions ou des demandes de compléments sont faits sur ce type de construction. Alors pourquoi? Parce que le bâti ancien, donc, qui va être mur constitué de moellons de pierre, des pans de bois ou même certains vieux murs en briques, ils aspirent l'eau liquide au travers des caves qu'on a des inondations, au travers du sol, ça c'est l'humidité du sol, mais aussi ils font migrer l'eau sous forme de vapeur du logement, donc côté intérieur, à l'extérieur. C'est pour cela que, et là, ce phénomène de migration de la vapeur d'eau, c'est ce qu'on appelle la perspirance, et c'est pour cela que toute intervention qui doit être faite sur les murs doit respecter cette propriété de perspirance. Ainsi, il ne faut surtout pas prescrire de l'isolation à base de polystyrène, polyuréthane. Il faut partir sur des isolants ainsi que des enduits d'ailleurs qui vont permettre cette perspirance. Ça va être globalement des laines de roche ou de la fibre de bois, des corrections thermiques à base de chaux chambre par exemple. Bien souvent, il faut piocher les enduits ciment ou alors il faut être sûr qu'en effet, il y a zéro problème d'humidité dans le mur. Euh, Certains points techniques toujours. L'ABF peut vous demander justement un document qui va préciser l'état sanitaire du mur euh, avant justement ces travaux d'isolation. Donc, un rapport avec quelques sondages, des photos peut permettre de lever ce type de questions. Vous pouvez aussi mettre dans la DP les caractéristiques techniques de l'isolant pressenti pour éviter d'avoir à répondre à certaines questions par la suite. Ça va être la valeur du mu, de la matière que vous allez mettre sur le mur et puis donc du SD en fonction de l'épaisseur de l'isolant que vous allez placer. Ça va permettre d'affirmer que l'humidité sera bien gérée. Et penser également à l'enduit de finition qui doit également assurer la perspirance, donc à base de chaux et de sable sur ce type de construction. Euh, Certains points techniques, alors là on va être plutôt sur l'aspect patrimonial. Si vous pouvez positionner les menuiseries dans l'isolant quand on change toutes les menuiseries et qu'on refait toute la façade et qu'on isole la façade, dans ces cas-là, ça peut être bien de décaler les menuiseries au niveau de l'isolant de façon à garder cette profondeur donc des ouvertures. Et bien sûr, si on change les menuiseries, il faut penser à la ventilation. Si vous installez des volets roulants, précisez que ces coffres de volets roulants seront dissimulés sous l'isolant. C'est les schémas de droite que j'ai placés. Ou bien choisissez des persiennes. Pensez à reconstituer tout ce qui est bandeaux et corniches, isoler plutôt que supprimer les garde-manger. Les ABF sont assez conservateurs, donc il faut avoir ce type de réflexe. Et puis pour les bâtis des 30 Glorieuses, essayez de rappeler par exemple certains aspects, ça peut être les mosaïques. Hein. Euh, et donc, pour finir, oui, une ITE, ça ne consiste pas à simplement plaquer de l'isolant. Ça doit être réalisé en respectant le plus possible l'aspect du bâtiment. Par exemple, là, ici, on a une ITE qui doit être mise sur un pignon. C'était de la fibre de bois qui a été placée. C'est un pignon en brique qui était assez ancien. Les garde-manger ont été conservés et isolés. On voit qu'a été reproduit sur l'isolation le bandeau qui était en façade. Et tout à droite, on a mis des briques, des briquettes de parement pour refaire l'angle. Ce qui donne quand même à ce bâtiment un aspect plus, on va dire, plus sympa que s'il avait été simplement recouvert d'un isolant sur son pignon. Alors, les éléments essentiels d'une déclaration préalable, vous les connaissez, ça va de la DP1 à la DP8.
Vous, pour moi, les éléments qui vont être importants, ça va être la DP4 et la DP5, qui vont être tout ce qui est détail. Et puis la DP11 aussi a son importance, parce que là, vous allez mettre tout ce qui est tout le descriptif aussi détaillé des travaux. Et puis, bien sûr, vous pouvez mettre n'importe quel autre document qui va vous permettre d'expliquer toutes les interventions. Ça peut être une fiche, ça peut être la complétion de la fiche ravalement qu'a édité la DU. Le plan de situation, alors c'est ma photo de gauche est peut-être un peu trop restreinte. Globalement, le plan de situation, ça permet de voir sur quelle parcelle on est et quels sont les bâtiments qu'il y a autour. Et ça permet aussi de vérifier, d'identifier des covisibilités. Euh, Image de droite, c'est ce qui m'a été rapporté dans une déclaration préalable, où là, on sait que ça va être rue Belgrand, mais on ne sait pas où. Le plan de masse, il ne faut pas hésiter à identifier les façades qui vont être concernées. Par exemple, on a la délimitation des parcelles de l'immeuble là, à droite qui vont être en rouge. Et puis, les façades concernées, là, dans ce cas-là, c'était l'isolation sur la façade arrière et sur la courette. Et on sait tout de suite à quel endroit l'intervention va avoir lieu. Le plan de coupe, alors on ne les a pas tout le temps. Dans ce qui est demandé, c'est à partir du moment où on va changer le gabarit de l'immeuble, il faut présenter un plan de coupe. Donc, à partir du moment où on va épaissir une des façades, il faudrait en faire un. Tout comme si on rehausse la toiture du fait d'un sarking, il vaut mieux faire un plan de coupe. On va commencer à zoomer donc de façon plus précise là sur les façades et sur les toitures. La DP4, c'est un plan de façade, des façades existantes et des façades où on va avoir donc les différentes interventions. Donc l'idée, c'est de produire des éléments graphiques pour aider l'instructeur à bien comprendre le projet, à quel endroit, où est-ce que ça va se passer, et est-ce qu'il y a des mots des natures, et quels seront donc les points d'attention. Différentes façons de le faire. Par exemple, là en bas à gauche, vous avez le bâtiment existant. En bas à droite, vous avez le texte et les flèches qui se rapportent à tous les éléments qui vont être concernés donc, par cette isolation extérieure. Attention, il y a certaines choses, une DP où on a rendu des couleurs, la couleur jaune, jaune assez marquée, ça devait être plutôt quelque chose qui était plutôt beige clair, on va dire. Et autre problème, c'était sur l'angle rentrant, là que vous avez côté droit, les fenêtres côté gauche, pardon, les fenêtres de côté droit affleurent complètement le mur. Donc on ne sait pas comment va se positionner l'isolation donc au niveau de la jonction sur l'angle rentrant. Tout comme il n'y avait aucune chose qui avait été précisée sur les garde-manger, et on s'aperçoit que dans le projet, les garde-manger disparaissent. En bas à droite, pareil, un mauvais rendu des couleurs par rapport au projet. Ça avait été fait par un bureau d'études. Et en fait, on a des couleurs flashy alors qu'on n'est pas du tout sur ce type de couleur. Donc, des fois, plutôt que de produire un document qui va appeler à des questions, à des remarques, autant simplement noter le RAL, donc le la DP5, ça va être, bon, voilà, toujours c'est une représentation qui vont être ajoutées. C'est l'appelé plutôt le carnet de détails. Et là, pareil, les besoins des services instructeurs, c'est de juger de la qualité du traitement des détails qui vont être impactés par l'ITE. Donc, éviter les incomplétudes. J'ai mis en bas à droite les questions que peuvent poser, en l'occurrence ici, des ABF, où il est demandé un détail graphique
écotée du complexe d'isolation thermique de façon à savoir ce qui est réellement fait. C'est pour ça que pour aller plus loin, ben, tout ce qui va être modifié, enlevé, rajouté, détaillez-le. Par exemple, au centre, le traitement des tableaux de menuiserie. Est-ce que vous avez un retour d'isolant? Comment va être fixé l'isolant? À droite, comment va être le départ de l'isolant en pied de mur? Est-ce que vous remettez une couvertine sur les bandeaux? Ça a son importance parce que d'un projet où on a une vision macro, là, on commence à rentrer beaucoup plus dans le détail et on voit les instructeurs euh, peuvent juger si justement les détails vont être soignés et comment ils vont être soignés. Après, tout ce qui est DP6, 7 et 8, ben, en fait, c'est un zoom arrière du projet, c'est-à-dire que d'un environnement proche où on a sa façade et les bâtiments voisins, ça, c'est des photos qu'on peut facilement produire. On va aller un petit peu plus loin. Alors, pareil, je l'ai appelé environnement proche au niveau pratiquement du quartier. Puis ensuite, on peut mettre des visions aériennes pour tout ce qui est environnement lointain. Alors, pareil, par rapport à l'environnement lointain, ça peut permettre de rappeler qu'on n'est pas dans un cas de co-visibilité. Après, reste la DP11, qui est une notice. Elle doit décrire, elle doit résumer tout ce qui va être fait. Ça va donc décrire les matériaux, les couleurs utilisées et tout ce qui est modalité d'exécution des travaux. Euh, donc là, ça permet aussi au service instructeur d'apprécier comment le projet va traiter l'existant et quel sera l'aspect final. Alors ça, c'est une suggestion qu'on fait. Ben, autant contextualiser le projet. Est-ce que l'immeuble est dans le dispositif Éco-Rénovons Paris? Même si ce n'est pas comment ça s'appelle, un blanc-seing, mais ça permet peut-être d'avoir une vision un peu plus bienveillante sur le projet. Rappelez aussi que ce sont des travaux d'isolation qui bien souvent s'inscrivent dans le cadre d'un ravalement, parce qu'il y a besoin de ravaler, mais qui permettent d'économie d'énergie et puis limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et ça s'inscrit typiquement dans un projet de lutte contre le réchauffement climatique. Bien, ce qu'on conseille aussi, c'est de compléter le formulaire de ravalement avec isolation. Parfois, c'est un peu compliqué parce que s'il y a plusieurs façades qui sont traitées différemment, on arrive un peu à la limite de ce type de formulaire. Euh, Préciser la nature et le type de produits qui vont être utilisés pour l'isolation, pour l'enduit de finition. Ne citez pas de nom de marque parce que, par exemple, le sto thermique, je ne sais pas quoi, ça peut ne pas parler. Préciser la compatibilité de ces matériaux avec la nature du mur. Ça montre qu'on vous y avez pensé. Détailler également tous les traitements des garde-corps. Est-ce qu'ils sont décalés par rapport à leur position initiale? Comment vous traitez les mots des natures? Préciser toutes les couleurs. Est-ce que les volets seront repeints? Est-ce que les garde-corps seront repeints? Voilà. Est-ce que vous mettez des couvertines sur certaines mots des natures, type bandeau? Je pense que tout ça, ça permet de montrer aussi que vous avez fait le tour du sujet. Voilà. Merci Marc. Je vais faire une petite manipulation subreptice parce que on m'a dit que vous voyez pas forcément le bon écran. Je pense que là, vous aurez une meilleure vue. Hop. Euh, Avant de passer bon, je sais pas, à la partie suivante, je vais déjà faire un petit tour de questions-réponses. Alors, Christophe Raka, vous nous demandez, faut-il mettre des échelles graphiques sur les documents? Alors, en général, oui. Je pense que c'est apprécié en général, Oui. oui. Oui, en général, c'est apprécié parce que
Le fait d'apporter des mesures permet aussi de se rendre compte de l'importance de certaines choses. Je ne sais pas, la hauteur d'une modé nature, quoi, la largeur d'une modé nature. Ok. Euh, François Sommer, vous nous demandez que préciser en râle lorsque le conseil syndical souhaite le choisir sur site lors du chantier. C'est vrai que c'est plus compliqué parce que là, il fallait presque avoir une discussion avant le conseil syndical pour avoir une plage de couleurs, de façon à avoir à peu près un ton approchant. Je pense que là, en fait, ça pose derrière ça une bonne Hmm. question sur la stratégie dont on va parler après, parce que en fait, on peut imaginer les deux extrêmes voilà, de la rencontre dont je parlais au début avec les services instructeurs. Donc, soit la rencontre, elle est, voilà, c'est une seule fois et c'est un peu qui tout double. Il y a juste un dépôt et on attend de voir si ça marche ou pas. Soit la rencontre, on a la chance de pouvoir la faire en plusieurs fois avec des allers-retours. On sait que des deux côtés, c'est compliqué parce que côté direction de l'urbanisme et encore plus, je crois, côté architecte des bâtiments de France, le temps manque vu le flux de dossiers. En fait, il y a un chiffre que je voulais donner, c'est que on parle de environ 500 à 600 DP, je crois, déjà au mois d'octobre sur un arrondissement à Paris. Je pense qu'on atteint 800 à Paris sur un arrondissement périphérique en une année, avec une personne en charge de ça, avec bien sûr ses supérieurs hiérarchiques, mais tout de même. Et je pense que pour les ABF, on est sur des chiffres comparables. Euh, mais voilà, et de votre point de vue aussi, vous n'avez pas forcément le temps ou la possibilité d'obtenir un rendez-vous côté direction de l'urbanisme. Mais si l'aller-retour peut se faire, je pense que c'est ce genre de questions précises que vous pouvez poser, parce que là, on vous donne une réponse euh, imprécise, mais voilà, un petit peu méthodologique aussi. Hop. Alors, CB, vous nous demandez, le formulaire ravalement avec isolation existe-t-il encore? Comment le télécharger? Alors, je crois que je l'ai retrouvé. Il n'est pas simple à trouver et c'est une réflexion qu'on va faire à l'ADU. Ok. Alors ça, ce que je vous propose, c'est de vous faire parvenir, si vous nous donnez votre adresse mail, à ceux qui sont intéressés, le lien. Ok. Akinet, j'ai une question concernant les couleurs en râle, qui sont initialement destinées aux peintures dans l'industrie, plutôt destinées aux menuiseries, serrureries, etc. Donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi il faudrait indiquer les couleurs des revêtements de façade en râle, surtout que ce nuancier est assez pauvre. Ah, effectivement, une question technique, mais intéressante. Moi, il me semble que le RAL est assez utilisé, y compris pour les façades. Mais est-ce que je me trompe? Dans ces cas-là, on peut peut-être évoquer simplement le ton. Ça va être par exemple le ton plâtre de Paris, par exemple. Je pense à du Faubourien. Et il doit y avoir peut-être différentes façons de s'en sortir comme ça. Euh, mais ça, c'est typiquement une question, je pense, qu'on peut garder voilà, pour la suite lorsqu'on reparlera à l'ADU. Donc, merci. Alors, Christophe Racah, du coup, je crois que voilà, c'est votre deuxième question. Donc, peut-être que c'est un complément. Comment faciliter un dossier de DP présentant une ITE comportant la réduction d'un fruit important? Euh, Là, c'est vrai que vous allez modifier l'aspect du bâtiment. Euh, Alors, pardon, peut-être que je suis le seul à pas comprendre, mais le qu'est-ce que fruit, la réduction d'un fruit? le fruit, si je ne dis pas de bêtises, c'est que ton mur devient moins épais quand tu montes dans les étages. D'accord, ok. Euh, c'est une question, je pense, qu'on peut pas résoudre maintenant, mais pareil, on la garde pour la poser à la direction de l'urbanisme.
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions-réponses à ce stade, je vous propose de continuer. On est à peu près dans le timing. Voilà, on a pris 5 minutes de questions-réponses. Pourquoi parler de stratégie? Et pour être vraiment modeste et juste parler d'éléments de stratégie, car elle est vraiment à définir au cas par cas pour une DP réussie. En fait, un point de détail pour commencer, qui fait référence à la présentation de Marc tout à l'heure. Il est important de préciser, lorsque c'est le cas, que votre projet s'effectue dans un cadre plus général, et notamment si c'est dans le cadre du dispositif Eco-Innovons Paris Plus. Pourquoi? Parce que cela lui donne du crédit, bien sûr, auprès de la direction de l'urbanisme, qui sinon ne le sait pas. Et vraiment, on insiste là-dessus, car ça peut vraiment aider largement à fluidifier l'instruction. Euh, j'en parlais un petit peu déjà tout à l'heure, le point de vue de l'instructeur est important à garder en tête. Par exemple, les DP 6, 7, 8 sont un peu une formalité, on peut se le dire, mais très important pour un instructeur ou une instructrice qui ne connaît pas le bâtiment, ne va pas se repérer immédiatement. Alors, il y a vraiment une question de s'accrocher vite sur un dossier pour pas pour pas y passer trop de temps, en fait, pour eux, tout simplement. Euh, et en fait, de votre point de vue aussi, c'est très important. Ça pose des questions de voilà, si on passe plus de temps sur une DP, est-ce que c'est de la charge en plus pour moi ou en moins? Parce que passer plus de temps, c'est peut-être fluidifier derrière l'instruction et ne pas avoir à faire une deuxième DP plus tard, ou alors avoir à faire pour une bonne raison et on sait que ça passe. Ça pose peut-être des questions d'honoraires. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'on va aborder. Euh, voilà. Alors, les questions à se poser, c'est quoi? Pour faire très vite, des questions importantes peuvent être quels sont les enjeux urbanistiques et bien sûr architecturaux, mais là, on développe moins aujourd'hui car on est plus sur l'aspect formel et moins sur les débats techniques. À quel moment déposer la déclaration préalable dans le processus de projet? Faut-il faire une réunion de faisabilité avant le dépôt? Et comment la faire? Et un rappel, mais je pense que tout le monde en a conscience, c'est un fait voilà, qui s'impose à nous par la loi française. Une déclaration préalable, l'administration a 2 mois pour répondre. C'est peu, finalement. C'est court comparé à un permis de construire et c'est court comparé à la complexité de projets de rénovation énergétique globaux. Donc, il vaut mieux anticiper avant et réagir après parce que pendant les 2 mois, ce n'est pas forcément possible. Alors, les enjeux urbanistiques, là, en fait, on vous rappelle des généralités, mais quelles sont les règles et quelles sont les protections qui s'appliquent? Est-ce que moi, je connais la BF ou son ou sa technicienne dans ce secteur-là, l'instructeur ou l'instructrice de l'ADU, parce que, bien sûr, en fonction de ça, vous allez avoir plus ou moins de facilité à travailler en amont du dépôt. Le rendez-vous de faisabilité, nous, en fait, on le conseille d'une manière générale. Après, en détail, en fonction de la sensibilité du contexte urbanistique et patrimonial. Euh, L'avantage de ce rendez-vous, c'est d'en tirer, bien sûr, pour vous des indications, mais aussi pour la direction de l'urbanisme, de prévoir ce qui pourrait bloquer et du coup d'anticiper. Euh, le mieux, c'est de préparer des documents graphiques. Si vous sentez que le sujet peut être très compliqué, de contacter l'APC en amont. Si vous recevez un avis favorable ou plutôt favorable, le mieux est de présenter un compte-rendu écrit et partagé pour éviter les aléas dont je parlais au début. Si l'avis est plutôt défavorable à ce stade, là, il faut engager le dialogue, vérifier l'avis qui sera rendu par l'architecte des bâtiments de France, si c'est le cas, simple ou conforme, parce qu'on ne le sait pas forcément à ce moment-là. Et, comme je vous le disais, contacter l'APC en cas de doute ou de blocage. Donc, on a remis les contacts que vous devez avoir et surtout les règles applicables aujourd'hui. Donc, quelque chose d'utile que peut-être la majorité d'entre vous savent déjà, c'est de produire la notice de renseignement d'urbanisme, d'aller regarder les protections de la ville de Paris au titre du patrimoine qui peuvent être sur l'ensemble du bâtiment, c'est la majorité des cas, ou sur un élément, et c'est important de cibler ces éléments dès cette phase-là. Et bien sûr, de regarder la protection patrimoniale qui s'exerce au titre des réglementations de l'État, sachant que 95% de la surface de Paris est soumise à avis simple ou conforme de l'ABF. Et on rappelle que l'avis conforme nécessite 3 conditions. C'est la
co-visibilité, qui est soit la visibilité du monument historique depuis votre bâtiment, ou l'inverse, ou les deux à la fois depuis un point tiers, avec des règles qui ont été ajoutées par jurisprudence, à savoir que ce doit être visible depuis l'espace public. Ce n'est pas depuis l'espace privé que le monument historique doit être visible, et qu'il y a des règles aussi de distance. Je les ai plus en tête, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Alors, un petit focus quand même sur ce que va changer, devrait changer le PLU bioclimatique prévu pour fin 2024. Comme vous le savez, une enquête publique va s'ouvrir avec la possibilité pour toute notre communauté intéressée par l'adaptation et l'atténuation du changement climatique à faire remonter les points d'attention, notamment sur le logement en copropriété. Mais en attendant, deux choses. Aujourd'hui, les déclarations préalables sont accordées selon le règlement de l'actuel PLU. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais, et c'est la loi qui oblige la ville, c'est là que parfois il y a des ambiguïtés, la ville doit faire une double instruction et vérifier que les grands principes du futur PLU sont respectés et en tout cas ne mettent pas en cause l'application future du plan local d'urbanisme. Il ne faut pas pouvoir dire demain, ah, mais attendez, vous avez autorisé un projet qui va complètement à l'encontre de ce que vous alliez être capable d'autoriser un an plus tard. Et donc demain, qu'est-ce que va changer le PLU en deux mots? Bah, en fait, il va plutôt encourager la rénovation. Les signes voilà, sont positifs, mais les exigences sont renforcées des deux côtés, à la fois architecturale et patrimoniale, et à la fois environnementale. Dans la rénovation de l'existant, le PLU demandera d'aller un peu plus loin que la RE 2020 sur différents aspects de cette réglementation thermique. Le mieux, ce qu'on vous conseille de faire, peut-être que certains d'entre vous l'ont fait, c'est d'aller regarder le texte du futur PLU bioclimatique qui sera à peu de choses près soumis à enquête publique et qui a été voté le 5 juin 2023. Il est en ligne à l'adresse qui est ici et qui est assez long. Voilà, on vous a mis un petit peu les éléments intéressants à regarder. Donc, d'abord, sur le projet d'aménagement et de développement durable, c'est celui qui définit ces fameux grands principes qui vont présider à la double instruction. Donc, on vous a mis les pages, hein, parce que tout n'est pas intéressant, 14, 15, 16, 46, 47, 47 surtout. Et dans le règlement, qui lui a été voté le 5 juin, le PADD date de, si je ne me trompe pas, de décembre 2022, ce sont les articles UG2, 3 et 5. Il n'y aura que 8 articles dans le futur PLU. Et donc l'article UG11, qu'on connaît bien pour le caractère architectural et patrimonial, qui est souvent un aspect de débat, va être fondu dans ces trois articles. Et si je me souviens bien, c'est surtout dans le 5. Les futures protections patrimoniales, elles aussi, sont en ligne. Donc, intéressant parce que si vous avez des bâtiments aujourd'hui qui vous contactent, des copros qui aujourd'hui vous contactent, vous pouvez déjà savoir s'il y aura des protections. Elles ont été très détaillées par la ville de Paris. Bien plus qu'elles ne l'étaient avant, je précise. Donc, cette grande question, à quel moment faire le rendez-vous et à quel moment faire la déclaration préalable? Bon, le rendez-vous, en gros, il faut que le projet soit suffisamment mûr pour pouvoir le défendre, ne pas être complètement rejeté ou embarqué dans une direction qui ne plairait pas au syndicat des copropriétaires. Mais il faut être suffisamment ouvert pour pouvoir le faire évoluer. Là-dessus, c'est un peu évident, mais c'est toujours bien de le dire. En fait, ça va dépendre. Et le témoignage d'Alexis Demanche et les témoignages que vous aurez peuvent beaucoup nous aider aussi à affiner ça, à affiner notre conseil. Donc, il y a la question du vote en AG. En général, on se dit qu'il vaut mieux voter avant, mais il peut être bon, dans le cas où on est moins sûr, d'avoir au moins un contact assez fiable avec la direction de l'urbanisme, donc les ABF, avant le vote. Est-ce que ça doit être en phase APS ou en phase APD? Tout dépend un petit peu de la complexité du projet. Si le projet est relativement linéaire, si je puis dire, ça peut être assez tôt. Si c'est moins le cas, peut-être qu'il vaut mieux attendre qu'on ait fixé les phases ultérieures pour pouvoir répondre aux questions de détail de la direction de l'urbanisme ou des ABF et la question de la compatibilité des matériaux, etc. La question des honoraires que je posais, bien sûr, moi, il y a des architectes qui m'ont dit, en fait, avant, il y a 10 ans, c'était un peu une formalité, c'était globalisé dans ma facture à la copropriété comme une avance de travaux. Mais aujourd'hui, c'est plus important en termes de temps de travail. Ça peut même, en cas de blocage, malheureusement, devenir trop important. Mais
je peux savoir que je ne vais pas y passer 2 heures, mais plutôt 2 jours. Donc, j'en fais une ligne d'honoraires à part. Ça, je pense que chacun a ses stratégies. Bon, la déclaration préalable, si elle essuie un refus, ce qui est toujours possible et ce qui arrive, malheureusement, on le voit très souvent, ce n'est pas forcément une fin de non-recevoir. L'ADU ne peut pas le communiquer de manière aussi franche. Nous, l'APC, on peut. Donc, encore une fois, contactez-nous s'il y a un refus, si on n'était pas déjà en contact. Et ensemble, on analysera les arguments, on pourra faire le lien avec la direction de l'urbanisme et refaire un rendez-vous de faisabilité si besoin, y compris, on pourrait même imaginer ça à terme, hein, associer l'architecte des bâtiments de France s'il est impliqué à ce moment-là. Parce que à travers ces arguments écrits, normalement, de l'ADE, là, il y a matière à vraiment avancer. Voilà. Du coup, je passe la parole à Monsieur Alexis Demange, qu'on remercie encore. Et je vois qu'il y a déjà une question, donc peut-être que je vais regarder si on peut y répondre dès maintenant. Alors, merci Christophe Raka. Quelle est la durée de validité d'un vote en AG et d'une DP avant réalisation des travaux? C'est une bonne question juridique. Moi, je ne sais pas vous répondre. Je sais qu'une DP a une durée de validité de 1 ou 2 ans, peut-être 3, donc ouais, je ne vais pas vous dire de bêtises. En tout cas, assez pour prévoir un vote derrière. Maintenant, si le vote est fait avant, je n'ai pas connaissance de ça. On note la question et on reviendra vers vous. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, Oui, parfait. Alexis Demanche. Donc, je vais vous présenter quelques exemples de dépôt de DP suivi de réalisation de chantier. Du coup, j'ai pas la main sur le passage des diapos, mais ouais. c'est un petit Bon, signe. Bah, je veux bien la ok. diapo suivante. Et la Bon, suivante, du coup. Alors, bah, ça, c'est simplement une petite présentation de ce que je fais. Je suis spécialisé dans le bâti ancien et puis presque exclusivement en rénovation globale thermique. Mais je fais aussi un peu de rénovation simple et puis de la lutte contre l'habitat insalubre et je fais partie de la compagnie des architectes de copropriété. Du coup, diapo suivante. Alors, ce que je vais vous présenter là, ce sont 3 exemples de d'ITE sur du bâti ancien en copropriété à Paris. Alors, j'ai simplement fait un petit rappel de texte de loi. Alors voilà, c'est c'est un peu petit ce que j'ai mis, mais c'est simplement le décret de 2016 qui a rendu les travaux d'isolation thermique obligatoires sur les bâtiments dans le cadre d'un ravalement. Mais à la suite de quoi, il y a tout un tas d'exceptions qui font que, évidemment, sur le secteur parisien, on peut s'en affranchir. Mais notre devoir d'architecte rend la question obligatoire, en tout cas, à se poser et à la proposer à la copropriété. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, un premier exemple, c'est rue Bouchardon dans le 10e. C'est un chantier qui a été réalisé en 2017-2018 et toutes les études ont été faites en 2016. On n'est pas sous avis conforme de l'ABF, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le périmètre de protection des monuments historiques. Mais à l'époque, alors, donc en 2016, j'avais fait un rendez-vous avec Monsieur Michel, que beaucoup connaissent, qui aujourd'hui est à la retraite et son poste n'avait pas été enfin, il n'avait pas été remplacé. C'était en fait l'expert ravalement au niveau de la direction de l'urbanisme. Il était très intéressant. Enfin, et puis on avait des discussions assez passionnantes à l'époque. Euh, et donc, il permettait vraiment de nous aider. Voilà. Là, c'est vrai que la situation est un peu plus complexe parce on a des instructeurs, des instructrices différents par arrondissement. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un peu moins simple. Euh, mais c'est vrai qu'il facilitait aussi il nous aidait beaucoup à faciliter à faire passer des dossiers de déclaration préalable. Euh, alors, donc, j'avais fait un premier rendez-vous avec lui, vote en assemblée générale du dossier.
Euh, Déclaration préalable. Donc là, je vous ai mis un extrait de la réponse à l'époque. Donc, c'était pas. J'avais eu simplement. Pour vous situer le contexte, donc c'était isolation isolation en fibre de bois, donc de 16 cm, sur un support pan de bois et plâtre. Et donc, la réponse de la DU et de l'architecte des bâtiments de France à l'époque en 2016 était il n'est pas fait opposition à l'exécution des travaux. Voilà. Donc, pas de souci. Le chantier s'est déroulé en 2017-2018. Diapositive suivante. Je précise juste que vous avez une fiche un peu détaillée qui est sur le site Coach CoPro. Vous avez d'ailleurs pas mal d'autres opérations, celle-ci ayant été lauréate de Eco-Avenir Paris. Là, il s'agit d'une petite courette, une minuscule courette même, simplement pour montrer que c'est possible également. Là, pour des soucis de sécurité incendie, j'étais plutôt parti sur de la laine de roche, parce que c'est vrai qu'on a on a un effet cheminée. Donc là, isolation de laine de roche 13 cm sur un support pan de bois et plâtre également. Vote en Assemblée générale en 2017, suivi de la déclaration préalable et le chantier en 2017-2018. Donc là, vous avez aussi les photos avant-après. Et donc là, la réponse sur la déclaration préalable de la direction de l'urbanisme, c'était pareil, hein, vu l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France. Et puis, il n'est pas fait opposition à l'exécution des travaux. Donc après, article 2, vous aviez peut-être quelques remarques par rapport à... Bon, c'était des remarques un petit peu générales, mais c'était vraiment sans difficulté. Troisième exemple, rue Marx Dormois, c'est un chantier beaucoup plus récent qui vient de se terminer cet été. Donc là, on est sur un support briques et plâtre. Ce sont les façades cour et tous les pignons du bâtiment en fond de cour. Isolation fibre de bois 14,5. Donc là, c'est un dossier par contre, qui remonte, qui a mis du temps à sortir. Donc là, j'avais fait également un rendez-vous, enfin, c'était dans le cadre de plusieurs rendez-vous. J'avais groupé mes présentations de dossier à Monsieur Michel. Donc c'est pour ça que celui-là, il date de 2016. Alors, le vote en Assemblée générale, vous voyez, hein, c'était 2020. Déclaration préalable 2021. Et alors là, c'était carrément comment on appelle ça? C'était une tacite, un accord. J'avais pas eu de réponse, donc ça veut dire que c'était un accord tacite au bout de 2 mois sans réponse. Pas de remarque de l'ABF. Voilà, c'était rue Marx Dormois dans le 18e. Mais alors là, c'est pareil, ces 3 exemples, en fait, on n'était pas sous avis conforme de l'ABF. Donc là, vous avez les photos avant et après travaux. Et donc le chantier, c'était un chantier qui était un peu long, donc qui a duré de 2022 à 2023. Enfin, il a duré un an en réalité. Mais bon, c'est parce qu'il y avait beaucoup de sujets. Diapo suivante. Alors là, simplement, c'est mon conseil après pas mal d'expérience de dépôt de DP sur du bâti ancien, avec ou sans avis conforme de l'ABF. Euh, Finalement, les 3 exemples que je vous ai présentés, on est sur un contexte relativement simple. Donc, c'est ce que j'avais fait à l'époque, c'est-à-dire en 1, bon, du coup, entretien avec l'instructeur ou l'instructrice. En 2, le vote en assemblée générale. Et puis en 3, le dépôt de l'ADP. Alors maintenant, ce que je conseille, c'est vrai quand on est, par contre, contexte un peu plus sensible, bon, par exemple, avec avis conforme de l'ABF, c'est plutôt de déposer une déclaration préalable avant le vote en assemblée générale pour être certain de border le dossier et le dossier qu'on va présenter au copropriétaire en assemblée générale. On est sûr que le dossier sera accepté par la direction de l'urbanisme et les ABF. Et alors, pour répondre à la question, effectivement, la DP, elle est valable 3 ans. Donc, du jour où vous présentez votre DP, vous avez 3 ans pour démarrer le chantier. Alors là, effectivement, dans ce deuxième cas, ce que j'appelle sensible. Là, je prévois dans ma mission étude, dans mes honoraires, le dépôt d'une DP
le dépôt de la DP avant. Une petite mission DP en amont et que je vais éventuellement déduire de ma mission suivi des travaux si jamais je n'ai pas besoin de déposer une nouvelle DP si le projet n'a pas été modifié entre-temps. Alors, ce deuxième point, c'est vrai que je l'ai un peu adapté dans ma manière, dans ma méthodologie de travail, parce que c'est vrai qu'il fut un temps, je prenais des rendez-vous aussi avec les ABF. Alors, comme vous savez, c'est de plus en plus compliqué et surtout, c'est vrai que la réponse qu'on va avoir en amont par les ABF va pas forcément être conforme avec l'avis qui va nous être donné au niveau de la déclaration de préalable. Du coup, finalement, autant déposer une DP où là, il y aura un avis officiel avec un document écrit. La réponse sera oui ou sera non. Et bah, si c'est oui, bah, tant mieux, on peut passer en assemblée générale. Et si c'est non, bah, à ce moment-là, effectivement, il faut monter au créneau et prendre contact. Alors bah, là, monsieur Monnier l'a précisé tout à l'heure, là, l'APC peut nous aider. Ben, d'ailleurs, ils m'ont bien aidé sur un dossier là, qui était dans le 19e, rue de Crimée. Et puis donc éventuellement aussi les instructeurs, instructrices, la mairie, etc. Tous les contacts sont bons pour réussir à faire passer une DP, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ben, finalement, si on est conscient d'avoir fait, enfin, d'avoir bien étudié notre dossier, il y a aucune raison pour que ça ne passe pas. Voilà, si le dossier est bien ficelé, a été bien étudié, si la notion de perspirance entre la façade existante et l'ITE est respectée, etc., tout est bon pour que le chantier puisse être réalisé. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, en tout cas, et de ne pas poursuivre jusqu'au bout la démarche. Je crois que je n'ai plus de diapo, je crois. En effet, c'est la dernière. Merci beaucoup. Je pense que c'est clair et ça pose de manière plus concrète des questions de stratégie. Moi, j'aurais peut-être une question sur l'un des projets. Il y avait 4 ans entre le... Non, je vais revenir dessus. C'est celui-là. Max Dormois, entre le rendez-vous et le vote. Est-ce que c'était lié aux sujets architecturaux ou c'était différent? Non, non, mais c'est simplement qu'en fait, il y a eu beaucoup de tranches de travaux sur cette copropriété. Et en 2016-2017, on a commencé par faire un petit pignon qui allait de pair avec la couverture. Et c'est à cette occasion-là que j'ai présenté l'ensemble du projet de rénovation de la copropriété à Monsieur Michel. C'est simplement ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une première tranche de travaux entre 2016 et 2020. D'accord, ok. En fait, j'en profite avant de prendre vos questions. Je vois qu'il y en a 3. Et c'est le moment, puisqu'on on a bien une demi-heure devant nous, pour dire 2 choses et compléter un peu peut-être tout ce qu'on a déjà dit. La première, c'est que la direction de l'urbanisme, avec qui on s'entretient maintenant de manière assez étroite sur la question vraiment de l'acceptation, de l'organisation, du process, des doctrines pour la rénovation énergétique, elle partage notre cause en fait. Là où, par contre, ça peut encore bloquer, c'est que l'organisation n'est peut-être pas encore complètement réadaptée. Comme vous disiez, voilà, avant, il y avait une personne en charge, il y avait des fiches de préconisation qui permettaient de s'attabler un peu sur le sujet chez soi avant, et ensuite on allait le voir, et il y avait une espèce de continuité. Mais en fait, voilà, il y a un travail en cours pour un petit peu, pas revenir à ce qui était fait avant, mais en tout cas améliorer les choses sur la base et sur le retour d'expérience de ce qui était fait avant, et en appliquant bien les ABF. Et deuxièmement, c'est un peu la même chose, mais c'est de dire que nous, à l'APC, notre credo, voilà, c'est favoriser le dialogue local, c'est-à-dire à la fois travailler autant côté pro, pétitionnaire, comme on dit dans le jargon, et côté organisme de contrôle, administration, DU, ABF. Parce qu'on voit bien qu'en fait, de toute façon, c'est que dans le dialogue que ça marche, et ça doit bouger un peu de toutes parts. Voilà. Bah, du coup, je vais prendre des questions. Il y en a qui étaient venues avant votre partie, Monsieur Demange. Donc, j'ai une question de CB. Très difficile. Je pense qu'on parlait
des stratégies à ce moment-là, très difficiles et des rendez-vous de faisabilité quand la DP est faite après le vote des travaux, car tout le projet tombe à l'eau, entre guillemets. Avec la consultation des entreprises, c'est plus logique, semble-t-il. Euh, oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a ce côté tombe à l'eau, à moins que ce soit récupérable, à moins qu'on puisse repêcher le projet de l'étang salé, parce qu'en fait, il y avait que un ou deux détails qui ne remettent pas en cause la décision de la copro, mais on sait bien que des fois, c'est plus compliqué, que ça remet en cause, par exemple, des aides publiques qui conditionnaient la décision de la copro. Bah oui, on sait que c'est vrai parfois, peut-être pas tout le temps. Euh, Nicolas Simon, Cénova, qui détermine si une covisibilité existe avec un monument historique? L'ABF lui-même, bonne question. Oui, c'est l'ABF. Et là, on a peut-être un sujet parce que c'est vrai que ça manque un peu de transparence, pour être honnête, vu qu'on ne peut pas le prévoir à l'avance. Et donc, c'est difficile de s'organiser, comme on le dit, c'est-à-dire, comme on vous conseille de le faire, on va anticiper tout ça. Mais vous pouvez quand même regarder le site qui est en lien dans le diaporama, qui s'appelle l'Atlas du patrimoine. Euh, et vous verrez tous les cercles rouges avec leur centre. Pas très, très clairement, certes, mais quand même, vous verrez le centre. Donc, vous verrez le monument historique dans le périmètre des 500 mètres, voilà, du rayon de 500 mètres duquel on est. Et vous aurez une idée de ce qu'il peut y avoir co-visibilité ou pas. Après, j'avoue que c'est quand même un petit travail en plus. Mais c'est pour ça qu'en gros, avoir un contact en amont avec ADF, c'est pratique. Voilà. On peut demander, Descente pas Calixte Marguet nous demande si on peut demander une prorogation d'un an, 3 mois avant l'expiration du délai. Pareil, question juridique, je ne sais pas y répondre. Euh, alors, d'ailleurs, c'est ce que je voulais aussi ajouter en complément, un troisième point que j'avais oublié. Pour ces questions juridiques, la direction de l'urbanisme a produit un document qui devrait être en ligne d'ici quelques temps, voilà, qui est encore en ébauche, qui répond à ça, tout à fait. Par ailleurs, dans le cadre du programme en 2024 dont on parlait au début, d'ateliers un peu plus précis, on pourrait répondre à ces questions. Du coup, on note bien et, euh, et on reviendra vers vous. Ah, pardon. Ah, excusez-moi, j'ai cru que c'était une question. Du coup, on peut demander une prorogation d'un an jusque 3 mois avant l'expiration du délai. OK. Eh ben, merci. Euh, Bah, il nous reste du temps de disponible puisqu'on avait fixé jusque 18h30. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des remarques, des témoignages. On peut revenir sur des slides, on peut préciser des points. Monsieur Demanche, j'ai peut-être une question pour vous. J'ai parfois vu des DP, des déclarations préalables donc, qui étaient refusées ou qui demandaient des questions. Et en fait, le porteur de projet avait déjà tous les devis. Et dans ces cas-là, ben, ça retardait le démarrage du chantier. Après, les sociétés étaient plus forcément disponibles. Et également, s'il faut changer, ben, je ne sais pas, le type d'isolant ou s'il faut partir sur une correction thermique plutôt que sur un isolant, ben, ça remet quand même beaucoup de choses en jeu. Et donc, j'ai l'impression que cette façon de faire est pas très bonne. Euh, alors, la façon de faire, c'est-à-dire de déposer la DP avant. Non, alors, quelle façon de faire du coup? Bah, la façon de faire, c'est-à-dire d'avoir tous ces devis travaux, les sociétés ont répondu aux appels d'offres, on va isoler de telle façon, on va mettre telle et telle solution technique, et puis après on fait la DP et on s'aperçoit qu'il y a des solutions techniques qui sont refusées. Et dans ces cas-là, ben, ça perturbe quand même pas mal.
Oui, alors bah, justement, c'est pour ça que dans un contexte un peu plus délicat où il y a un risque de refus de l'ADP, enfin, ou en tout cas de questions, de modifications, etc., je conseille de justement déposer l'ADP bien en amont, c'est-à-dire après l'entretien avec l'instructeur, instructrice, hein, limite en phase avant-projet, hein. D'accord. Par contre, si on est dans un contexte relativement simple, où l'entretien avec l'instructeur, instructrice a été bien abordé, que les travaux ont été, enfin, la proposition de travaux, le projet a été correctement validé, euh, c'est aussi possible de déposer la DP après le vote en Assemblée générale, à condition d'être certain effectivement que cette DP va pouvoir passer. Mais alors, pour avoir essuyé des plâtres sur plusieurs dossiers, effectivement, tous les cas sont. J'ai essayé un peu tous les cas de figure, hein. J'ai Mhm. effectivement déposé quelques DP après les votes en Assemblée générale qui m'ont été refusés. Et après, ça devient compliqué avec la copropriété. J'ai un dossier que j'ai dû littéralement stopper et puis repartir sur un nouveau scénario d'études, de projet, etc. Pour obtenir plusieurs, enfin peut-être un an ou deux, une nouvelle DP qui soit conforme à ce que demandait la BF. Donc c'est D'accord. arrivé, et c'est pour ça que dans le cadre d'un secteur sensible, dans le périmètre de co-visibilité de l'ABF, c'est pour ça que ça, je ne fais plus de déposer l'ADP après le vote en Assemblée générale. D'accord. On a des exemples qui nous parviennent, puisque la direction de l'urbanisme ou les copropriétés ou les architectes ou les bureaux d'études nous saisissent parfois en direct, euh, où effectivement la déclaration préalable a été lancée de manière un peu prématurée par la copropriété, en se disant, voilà, on fait un ballon d'essai, mais sans forcément imaginer que ça ferait un refus et ça crée des dissensions au sein de la copro. Donc en fait, il y a aussi un élément important, c'est peut-être que la stratégie soit partagée avec les décisionnaires de la copropriété, en tout cas des personnes les plus investies, pour que si jamais il y a un refus, ça ne paraisse pas comme une espèce de trahison ou voilà, d'impasse absolue, mais plutôt de se dire, bon, ok, on avait tenté, mais on partageait cette idée que ça pouvait ne pas marcher. Le tout, c'est quand même que la stratégie soit un minimum partagée, quoi. On a une autre question de Saïd Agoun. Egoun, merci. Peut-on isoler une copro classée? Alors, il n'y a pas de réponse type, évidemment, pour un bâtiment classé qui va être regardé de manière très proche par la profession, que ce soit côté ABF protection ou côté de votre côté, parce que voilà, vous savez qu'il y a cet enjeu. Oui, oui, en fait, tout dépend du classement, mais en général, le classement, il est pour des bâtiments qui ont une façade qui est difficile à isoler. Disons qu'en fait, on pourrait imaginer un classement où on peut isoler, mais en général, les classements sont pour des façades de type pierre de taille haussmannienne qui ne vont pas être isolées. Mais pourquoi je vous dis oui? Parce qu'en fait, on peut très bien avoir un bâtiment, alors classé, moi je ne sais pas, mais en tout cas un bâtiment protégé qui aurait une façade sur cour, un pignon, on pourrait essayer de. Après, en fait, il faudrait avoir des exemples parce que là, on ne peut pas faire une réponse générale, c'est vraiment du cas par cas. Je dirais en général non, mais on ne peut pas non plus se l'interdire absolument, quoi. Alors, Marc, je ne sais pas, tu voulais préciser, tu as certainement plus Euh, d'expérience. alors, pour moi, je pense que quand vous avez un bâtiment dont la façade est classée, vous pouvez isoler quand même les parties, la façade sur cour, toutes les parties qui ne sont pas classées. Et puis, dans ces cas-là, si votre façade est classée, il n'y a plus que l'isolation par l'intérieur. Alors, Nicolas Simon-Sienova, vous reprenez la première question que vous aviez posée sur l'avis conforme, l'avis simple. Qui peut le décider? Donc, c'est l'ABF. Si on est en avis conforme, est-il tout de même intéressant de prendre rendez-vous avec la DU, sachant que l'ABF, entre guillemets, aura le dernier mot, ou seul un rendez-vous avec lui suffit? Bonne question, mais
Bonne question à se poser, mais du coup, pareil, pas de réponse forcément générale. Moi, je pense que ça va un peu dépendre de ce qui fait la conformité. Enfin, ça va dépendre de la sensibilité pour un architecte des bâtiments de France, et on sait que c'est variable d'une personne à l'autre, pour ce bâtiment-là. En gros, et de la même manière, ce qui, dans la règle du plan local d'urbanisme ou de la protection ville de Paris, qui est différente de la protection de l'État, pourrait être sensible. En gros, aussi côté DU, PLU, PVP, il n'y a pas forcément de sensibilité. Le mieux, c'est de faire le rendez-vous à l'ABF et l'ADU. En cas de manque de temps, l'ABF est à prioriser. Mais dans le cas où il y a quand même un petit sujet, soit protection Ville de Paris, soit PLU pour X raisons, euh, ben, le mieux, c'est de faire les deux. Alors, le mieux dans l'idéal, ce serait que les deux personnes, agents DU et ABF, techniciens ABF, soient là au même moment. Voilà, ça, c'est un idéal à viser. Mais effectivement, c'est une bonne question. Une longue question de Akiné. Alors, je vais vous la lire. Question concernant les corniches et modiers nature. Il est demandé de les reproduire systématiquement. Or, je m'interroge sur la pertinence de cette demande. Nous avons à notre disposition des fausses modiers nature type taux des collines. Alors, est-ce qu'on peut peut-être préciser ce que c'est? Ça veut être des modèles nature qui sont reconstitués. Alors, en type de modèle nature, tu en as carrément en polystyrène, polyuréthane. Et Oui. là, tu en as qui sont parfois avec je vais dire, de la pierre reconstituée ou plutôt du verre cellulaire qui est aggloméré. D'accord, donc ouais, je vois. Donc c'est ce qu'on peut retrouver en préfabriqué à coller à la façade, à coller sur l'ITE. Mais nous avons peu de vision sur la pérennité de ces ouvrages. Nous avons également sur certains gros projets des linéaires de modé nature tellement importants que cela devient difficile au niveau budget. Donc, question pérennité, question budget. Pour les appuis des fenêtres en béton, par exemple, nous proposons systématiquement d'exagérer les retombées de bavettes alu plutôt que de reproduire entre guillemets les appuis béton. Est-ce refusé systématiquement par les ABF ou une discussion est-elle envisageable sur la question des retombées de bavettes alu? Marc, est-ce que Je pense tu as qu'il une réponse? y a qu'eux qui peuvent vous répondre. Parce que là, ça va dépendre vraiment de la sensibilité de chacun, de l'aspect du bâtiment. Euh, je ne sais pas. Oui, effectivement, là, c'est une question précise qui est peut-être à voir au cas par cas. Euh, je vais vous donner une réponse un peu de Normand qui m'a été donnée par la direction de l'urbanisme, donc côté service permis, pardon, plan local d'urbanisme, pas côté permis de construire, mais il y a quand même une porosité, qui est de dire en gros, notre vision pour l'avenir, c'est que les ITE, on peut en faire, a priori partout, sauf en fait certaines façades vraiment évidentes comme la pierre de taille ouvragée haussmannienne. Mais la question pour l'ADU, c'est est-ce qu'il y a projet ou pas projet? En gros, est-ce que c'est justifié ou pas? Est-ce que c'est argumenté ou pas? Est-ce que ça tient ou pas techniquement? Donc je pense que tant que vous avez l'occasion d'avoir un dialogue avec eux, vous aurez une réponse. Mais on sait que c'est un enjeu aussi. Seb, merci. Bonjour. La laine de roche en épaisseur 14 cm est-elle vraiment envisageable sur du pan de bois enduit plâtre? Laine de roche 14 cm sur pan de bois enduit plâtre, avec la question de la perspirance. Celle annoncée par les fabricants est-elle réelle? Je dirais qu'on peut espérer que oui. Là, je ne sais pas, peut-être Monsieur Demange peut confirmer. Pour moi, sur un pan de bois, on peut mettre de la laine de roche. J'ai rencontré un architecte qui m'a dit surtout pas. Quand on compare les valeurs des mûts de ces deux produits, on est sur des choses assez proches. Donc, pour moi, c'est en effet la même chose. Ouais. Euh, oui, donc pour faire une petite réponse, la laine de roche, oui, alors moi je suis pas thermicien, mais c'est vrai que je travaille avec des thermiciens pour valider ça. Là, on n'est pas sur du polystyrène où ça c'est absolument interdit, évidemment, parce qu'on n'est pas du tout perspirant. La laine de roche,
a des qualités de perspirance. Alors, c'est pas simplement la laine de roche en elle-même sur laquelle il faut se baser, mais c'est sur l'ensemble du complexe, un col, laine de roche et puis enduit Enduit. mince. Mm. Voilà. Donc, ça, c'est validé. Mais de toute façon, c'est à étudier au cas par cas avec les thermiciens. Mais pour moi, la laine de roche, oui. Mais malgré tout, il faut évidemment prioriser la fibre de bois sur le bâti ancien. Et le polystyrène, bien évidemment, absolument interdit. Mm. Merci. Merci. Une question de Decintpa Calixte Marguet. Pour info, dans le 20e rue du Volga, on vient de m'imposer de déplacer les fenêtres à mi-tableau pour éviter l'effet tunnel, ce qui impose dans ce cas de remplacer les fenêtres. Est-ce que vous pourriez préciser le type de bâtiment dont il s'agit? Effet tunnel, ça. Les murs sont gelés. Ouais, c'est l'effet tunnel de l'intérieur du fait d'avoir surépaissi. Ouais. Euh, Est-ce que peut-être aussi vous pouvez préciser si ce sont les ABF ou l'ADU qui imposent ça? Euh, pe- Peut-être aussi que ça peut venir de la copropriété elle-même, mais en général, ils ne s'intéressent pas forcément à cette question. Oui, je veux bien intervenir là-dessus. Oui, je vous en prie, merci. Effectivement, c'est intéressant de savoir de quel type de bâtiment il s'agit et aussi de savoir si on est en avis simple ou en avis conforme. Mm. Si on est en avis conforme de l'ABF, ça devient un peu plus compliqué. Si on a un avis simple, bah là, il faut absolument rencontrer l'instructeur, l'instructrice de l'arrondissement pour discuter. Mais là, on ne peut pas imposer à une copropriété de remplacer l'ensemble des fenêtres quand le projet ne le permet pas. Donc, c'est à discuter. Ah ouais, voilà, ok, la réponse. Donc, ABF en avis conforme. Donc, c'est un peu plus compliqué à discuter, effectivement. Mais ça mérite quand même d'approfondir la question et de comprendre la démarche, de savoir qui est l'ABF, de voir si un dialogue est envisageable ou pas. Après, De mon point de c'est vue. malheureusement des arguments que les ABF n'ont pas encore intégrés. Et quelque part, c'est normal puisque ce n'était pas leur formation à la base, mais les arguments thermiques, est-ce que ça créerait un pont thermique? Est-ce que ce serait moins performant thermiquement? Peuvent quand même. Ah non, celle-là, c'est vraiment l'effet tunnel. C'est l'aspect du bâtiment. Mais disons que, enfin, en tout cas, s'il y a une contrainte à faire ce déplacement de fenêtre à mi-tableau pour vous, même si ça ne suffit pas, c'est quand même intéressant de préciser à l'ADF que ça peut avoir des incidences sur d'autres aspects qu'il ne prend pas en compte. Mais cela dit, nous, c'est des sujets qu'on voudrait bien Mm. traiter avec les ABF. Ça, c'est typiquement un sujet qu'on note. Euh, et pour en discuter avec eux, quoi. Et alors dans ces cas-là, moi, pour avoir essayé de réfléchir à ce sujet, est-ce qu'on ne peut pas partir dans ces cas-là, soit sur une correction thermique, et donc on évite l'effet tunnel, mais on n'a qu'une correction thermique, et je ne sais pas ce que ça vaut d'un point de vue économie d'énergie, vu qu'une correction thermique type chaud-chanvre, on est sur une résistance de maximum 2, si je ne dis pas de bêtises. Alors qu'on part d'une résistance de 3,7, donc on a quand même un palier important. Mais est-ce que contourner la chose, ça ne serait pas de proposer justement un enduit chauchant, un enduit correcteur? Ouais. Du coup, je peux donner un exemple. Mmh. Alors effectivement, j'ai eu un dossier donc, qui m'a été retoqué par l'ABF sous avis conforme. Et après avoir longuement essayé de discuter, j'ai été obligé de me rendre à l'évidence que seul le correcteur thermique, donc en l'occurrence chaud-chanvre, allait être accordé. Et donc c'est sur c'est là-dessus que je suis parti. Donc ça peut être une réponse, mais effectivement, ben, la résistance thermique, c'est peanuts par rapport à ce qu'on gagne avec une vraie ITE en fibre de bois. Oui. Donc c'est Et bien après, dommageable, c'est simplement un petit lot de consolation, on va dire. et, et après va se poser le gros problème du calcul thermique qui permet de dire si oui ou non on est toujours dans les moins 35%, si on est dans les 35% d'économie d'énergie, et donc si la copropriété
peut toujours bénéficier de l'aide actuelle qui est ma prime rénov copropriété. Ah bah, le gain global réduit drastiquement, hein, dans ce cas-là, si on passe avec un correcteur thermique. Donc, Ouais. Bah, malheureusement, c'est des considérations qui ne sont pas encore partagées par tout le monde, mais ça fait partie des sujets qui pourront être travaillés pour vous, quand même vous dire le groupe de travail dont je parlais au début de la présentation avec l'UDAP 75, la réunion des ABF de Paris et la ville de Paris. Euh, J'ajoute d'ailleurs que l'Ordre des architectes d'Île-de-France en fait partie. En fait, a vocation à traiter de sujets particuliers, peut-être comme celui-là, mais alors, en tout cas, avant celui-là, de questions comme les pignons, les occultations, voilà, les modes des natures, les secondes œuvres, pour essayer de trouver des terrains communs. Voilà. Nicolas Simon Senova, alors, excusez-moi, bon, voilà, il est 18h25, donc a priori, on se laisse encore 5 minutes, et j'ai deux commentaires à prendre. Merci. Donc, Nicolas Simon Senova, petit retour d'expérience. J'ai plusieurs fois vu un rendez-vous de faisabilité avec la DU se conclure par une recommandation de l'instructeur ou instructrice de déposer directement une DP pour être fixé. Cela coupe court aux échanges et peut modifier le planning du projet. Avez-vous déjà eu connaissance de cette pratique? Merci. Ça ne m'étonne pas complètement, même si c'est pas forcément ce que préconise la direction de l'urbanisme en tant que telle, pour la simple et bonne raison que euh, on sait bien les contraintes que c'est de déposer une DP. En fait, ce qui m'étonne, c'est que vous ayez eu aucune indication. Si la seule réponse, c'est ça, j'avoue que là, je suis étonné. Euh, c'est intéressant de le savoir. S'il y avait eu d'autres indications, ça aurait été mieux. Euh, mais ok, merci de votre retour. Est-ce qu'on peut savoir peut-être l'arrondissement? Du coup, en attendant d'avoir l'arrondissement peut-être de la part de Nicolas Simon, je précise que donc pour la question de l'effet tunnel, la copropriété a accepté cette contrainte après refus initial. Ok. Ils n'ont pas trouvé le choix. Là, d'un point de vue budget, c'est énorme. Ouais. Ici, on a des fenêtres qui sont déjà en bon état. C'est aussi énorme de changer des fenêtres qui sont déjà pour être relativement assez récentes. Ça m'ennuie. Et vous précisez, madame ou monsieur, pour cette même copropriété avec l'effet tunnel, que sur la façade côté rue d'Avron, les ABF avaient déjà refusé. Donc, ok, façade côté rue d'Avron, les ABF avaient déjà refusé l'ITE car cela allait impacter l'alignement remarquable de la rue, mais a autorisé quelques numéros plus loin et en face cette rupture incompréhensible. Alors, effectivement, quand il y a des incompréhensions comme ça, c'est intéressant de pouvoir creuser. Donc, ça nous intéresse. Est-ce que vous pourrez en privé nous faire peut-être un petit mail sur voilà, l'adresse, la date, comme ça on sait à qui s'adresser derrière à la DU et aux ABF. Je remets mon mail. Du coup, donc Nicolas Simon, vous précisez que c'était dans le centre de Paris, mais vous n'êtes pas sûr. D'accord. Bah, pareil, si vous avez un retour un peu qualifié sur l'adresse et la date, eh bien, ça peut nous intéresser. Euh, ok, merci. Alors, j'ai une remarque de Akinet ici à Nantes. Ah, bah, super, bonjour Nantes. C'est systématique, jamais de rendez-vous en amont du dépôt de l'ADP. Qu'est-ce qui est systématique, pardon? C'est le fait de ne pas avoir de rendez-vous de FESA, quoi. Peut-être préciser ça. Moi, ce que je comprends, c'est
qu'en gros, vous devez déposer à blanc, enfin à l'aveugle. Ok. Bah écoutez, à Paris, en tout cas, c'est pas ce qu'on préconise, nous, à PC. Et on ne connaît pas le contexte de Nantes, hein, désolé, je ne peux pas vraiment réagir de manière intéressante. Ces réponses CB, vous précisez, cette réponse a-t-elle été faite dans le cadre d'un avis conforme ABF? Alors CB, de quelle question parlait-on? Pardon, CB, je n'ai pas en tête la réponse dont vous parlez. Peut-être préciser. Soraya Nouri, merci. Est-ce l'utilisation CB, on parlait de la question de Monsieur Simon. Ah oui. Bah, la question de Monsieur Simon, c'était le retour d'expérience. Ah oui, de déposer une DP plutôt que d'avoir une indication sur le fond du projet, voilà, une orientation de projet, quoi. Ok, et du coup, ah, donc vous vous demandiez à Monsieur Simon, cette réponse DU vous a-t-elle été faite dans le cadre d'un avis conforme ABF? Je comprends mieux la question, merci. Oui, dans ce cas, nous étions en avis conforme. Oui, ça peut expliquer ça. Malheureusement, peut-être, mais c'est une réalité. L'avis conforme oui, s'impose à la DU, donc la DU, en général, laisse d'abord l'ABF se prononcer lorsque les aspects propres à la DU sont, sont mineurs quoi, dans l'instruction. Euh, Comme quoi, avec ce système, on arrive à dialoguer, c'est génial. Alors, Soraya Nouri, je reprends, merci. Est-ce que l'utilisation de matériaux biosourcés est obligatoire, entre guillemets, quand le bâtiment est ancien? Non. Non, il est conseillé. Il est même incité par des biais réglementaires dans le futur PLU. Il le sera si ce futur PLU est adopté tel quel. Néanmoins, il n'est pas obligatoire, il ne peut l'être, et il n'a pas non plus de raison de l'être au sens où le biosourcé n'est peut-être pas la solution dans 100% des cas. Nous, on le préconise aussi à l'APC pour des raisons à la fois de décarbonation, de santé, mais également voilà, de circularité des matériaux dans leur vie. Aussi pour des raisons de compatibilité avec les murs anciens qui sont pas les mêmes que les murs en béton voilà, plus modernes. Mais on va dire que non, il y a pas d'obligation. C'est un peu pareil que tout à l'heure. C'est le cas par cas. Ok, il est 18h33 et nous avons répondu à 33 maintenant, 34 questions. Bah, je vous propose, s'il n'y en a pas d'une toute dernière question, de mettre fin au webinaire et d'en profiter pour vous remercier grandement pour votre attention. Vous étiez une cinquantaine connectés ce soir. Et je vous le répète, l'idée de ce webinaire, c'est plutôt de continuer, de commencer même un nouveau cycle d'échanges avec les professionnels et les organismes de contrôle sur cette question de la déclaration préalable et plus largement de la manière d'aborder l'aspect architectural qui est essentiel et l'aspect urbanistique qui est incontournable, on va dire, dans la rénovation énergétique. Bah, bonne soirée à tout le monde. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.